Dans cette vidéo exclusive, nous allons découvrir l'entretien de Piotr Tolstoï, une figure éminente de la politique russe, avec un journaliste. Depuis des décennies, les relations entre l'Europe et la Russie ont été marquées par des incompréhensions et des tensions, culminant récemment en une crise majeure. Tolstoï nous offre une perspective approfondie sur ces relations complexes. Découvrons ensemble leur entretien et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment vous interprétez cette crise tout de même entre l'Europe et la Russie qui est en train de se terminer là peut-être? C'est un long discours parce que la crise, c'est la suite des incompréhensions qui ont eu lieu entre la Russie et l'Europe durant des décennies. C'est la suite d'idées que l'Europe, avec les Américains, soi-disant pays démocratiques, ont gagné dans la guerre froide. C'est la suite d'idées que l'Europe a droit de donner les leçons à la Russie, ce qui n'est pas le cas. Et c'est la suite de politiques double standard, hypocrite et méprisant tous les principes du Conseil de l'Europe notamment, qui a été menée par les pays européens par rapport à l'Ukraine et la Russie, et qui a provoqué la crise, la guerre civile en Ukraine, dont l'Europe est aussi responsable. En parlant tout de suite de l'Ukraine, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de cette situation tendue? On l'a encore entendu ici, cette nuit, au cours des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il y a une très forte tension, bien entendu. Qu'est-ce qui peut la diminuer? Qu'est-ce qui peut faire que le dialogue reprenne? Quand, dans le pays, il y a la guerre civile, quand vous avez les régions du pays qui veulent se séparer de la capitale pour les raisons fondamentaux, donc pour les raisons de la langue, pour la raison qui veulent par exemple élire eux-mêmes leur pouvoir local, etc. Ça, c'est les droits tout à fait européens. Donc quand vous avez une crise telle qu'il y a en Ukraine, il faut les négociations directes entre les deux parties. Et comme le pouvoir ukrainien refuse la négociation directe avec les républiques indépendantistes, évidemment, la crise ne sera pas résolue autrement. Avec tous les efforts des accords de Minsk, avec les garanties de la France, de l'Allemagne et de la Russie, parce que la Russie n'est pas une partie de l'accord de Minsk. La Russie est aussi, comme la France et l'Allemagne, garantit l'accomplissement de l'accord de Minsk. Alors, pour tout ça, il faut la volonté, le temps, peut-être les mesures de la part des institutions européennes, mais surtout il faut retourner, il faut regagner la confiance. Et pour regagner la confiance, il faut le dialogue. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Il peut se passer quelque chose ici, entre vous et l'Ukraine? Entre nous et l'Ukraine, et les Ukrainiens, non. Tout simplement. Entre nous et l'Ukraine, non, parce que aujourd'hui, nos collègues ukrainiens se comportent comme si ils sont, je sais pas, une femme trompée. Donc ils crient, ils insultent la délégation russe et ils menacent physiquement à des députés russes. Aujourd'hui, la tension est telle que les négociations directes ne peuvent pas avoir lieu. Et en plus, la Russie n'est pas, comme j'ai expliqué, n'est pas une partie du conflit. Donc les Ukrainiens, il faut qu'ils parlent avec les Russes qui habitent en Ukraine et qui, l'Occident, avec les clichés hypocrites qui existent, appelle russophones. Donc moi, j'aimerais bien voir s'il y avait 20 millions des Français qui habitaient quelque part ailleurs et dont les droits fondamentaux étaient supprimés comme ça a eu lieu avec les Russes en Ukraine. Quelle sera la réaction de la France? Je vous assure que nous, on a aussi des questions à poser à l'Assemblée, notamment sur tout ce qui s'est passé à l'Odessa, avec plus de 100 personnes brûlées vivants. On a des questions à poser sur la position de l'Ukraine par rapport à l'Église orthodoxe russe. On a plein de dossiers, mais pour que ça soit examiné, pour que ça soit discuté, on a besoin d'avoir ici cette possibilité. Nous sommes là pour ça et pour améliorer le climat de confiance
en Europe en général. C'est ça. Mais si on croit qu'on est là avec quelles conditions? Non. D'accord. Non, parce que si on prend, vous permettez, je prends votre Je vous en feuille. prie, je n'en ai pas besoin. Parce que c'est très, très simple. Hein. Donc, je déchire en petits morceaux comme ça. Ça, c'est l'Europe occidentale. Et ça, c'est la Russie. C'est plus ou moins clair. Donc, quand on dit l'Europe, et la Russie, donc il faut bien comprendre que la Russie, c'est le plus grand pays européen. Et sans la Russie, on ne peut pas résoudre aucune question en Europe. Et s'il y a les optimistes qui peuvent le faire, ça amène malheureusement à la guerre civile en Ukraine et à la décomposition d'un pays souverain, qui est le cas avec l'Ukraine. Votre retour, je reviens à cette question, votre retour ici au Conseil de l'Europe, vous pensez que c'est un pas, ça peut être le début d'un nouveau départ? Vous avez des détracteurs dans toute l'Europe, on le disait tout à l'heure. Récemment, les sanctions contre la Russie ont été repoussées, reconduites par la Commission européenne. Le Parlement européen, en mars, a voté une résolution qui était très clairement défavorable à la Russie. Vous pensez qu'à partir de ce point, à partir de ce qui se passe là, aujourd'hui, on peut commencer à renouer des liens de confiance, comme vous le dites, entre la Russie et l'Europe, en règle générale, comme Écoutez, vous dites. pour nous, les sanctions européennes, nous, on a perdu à peu près 50 milliards d'euros. L'Europe a perdu 250 milliards d'euros. Les États-Unis, 17 milliards de dollars. Donc, vu les chiffres, pour nous, les sanctions européennes, c'est moins important que pour les Européens. Oui. C'est les Européens qui perdent leur travail, c'est les Européens qui perdent leur secteur d'exportation en Russie. Et sur leur place en Russie arrivent les autres, les Asiatiques, et les Européens ne vont jamais revenir sur ce marché. Ça, c'est une chose. À propos de sanctions économiques, nous, on ne cherche pas de dire, voilà, on est là pour enlever les sanctions. On est là pour parler avec les Européens. Et si les Européens veulent parler, on veut avoir cette possibilité, mais ça doit être en dialogue à l'égalité, et pas que les Européens nous donnent des leçons. Et ça doit être en dialogue avec respect, et pas la possibilité des députés ukrainiens d'insulter les députés russes. L'Assemblée n'est pas pour ça. Puisqu'on parle d'économie, puisqu'on parle d'argent, en 2017, la Russie a cessé de payer sa contribution financière au Conseil de l'Europe. Vous allez repayer cette contribution financière et repayer les années qui n'ont pas été payées? Comment vont se passer les choses? D'abord, personne ne paye le billet au cinéma quand on ne va pas regarder le film. Hein? Et donc, on ne paye pas le dîner à un restaurant quand on n'y va pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a déjà dit que si les pouvoirs de la délégation russe seront pleinement restaurés, évidemment, on va payer notre contribution, parce que si on travaille dans cette organisation, évidemment qu'on paie la contribution. Mais si on ne travaille pas pour les raisons inventées, avec plein des mensonges, plein des mythes, plein de clichés sur la Russie très sales, alors à ce moment-là, on va pas payer. On va pas payer pour être traité comme un pays agresseur ou annexeur de Crimée, etc. Je reparle de votre relation, de la relation de la Russie avec l'Union européenne. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? On l'a dit tout à l'heure, il y a des mauvais signes, hein, le maintien des sanctions, le vote du Parlement européen, ce sont des événements récents et qui n'augurent pas grand-chose de bon. En même temps, ce sont les mêmes chefs d'État qui finalement, ici, ont aidé à ce que, ont poussé en tous les cas pour que la Russie revienne au Conseil de l'Europe, et ce sont les mêmes qui sont dans les institutions européennes. Comment vous expliquez cette espèce de contradiction qu'il y a entre, d'un côté, des chefs d'État, je parle de la France, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure également, qui poussent dans un sens ici au Conseil de l'Europe et qui, au niveau de l'Union européenne, n'ont pas l'air d'aller dans le même sens? À mon avis, si les chefs d'État européens avaient la volonté et la possibilité d'agir d'une façon indépendante, et s'ils ne dépendaient pas
Alors, ils sont dans les mains de qui, alors? Il dépend des États-Unis aujourd'hui. Il dépend des États-Unis parce que vous avez des économies très liées avec les Américains. Et il y a des liens financiers, économiques, il y a toujours cette solidarité atlantique et tout. Donc, si vous avez eu la souveraineté de prendre les décisions sur la scène internationale, évidemment, l'Europe ne va pas se tirer dans la jambe, comme aujourd'hui avec les sanctions anti-russes. Évidemment, l'Europe était autrement constituée. Et évidemment que les Américains et les Chinois, ils savent bien que si jamais l'Europe avec la Russie seraient ensemble, ça serait une puissance beaucoup plus importante et qui pourrait faire plein de choses. Nous, ça c'est le choix des Européens. Moi, je ne peux pas commenter le choix des députés du Parlement européen. S'ils ont décidé comme ça serait comme ça. Mais savez qu'on ne peut pas faire une bonne mine quand il y a la guerre économique contre votre pays. On ne peut pas être très amis. En même temps, donc c'est la façon de voir les choses un peu bizarre. Parce qu'on dit, voilà, on est pour que vous travaillez avec nous, mais en même temps, on va vous faire du mal dans le domaine économique. Non, ça ne va pas. On sent chez vous ce sentiment, effectivement, que l'Europe est injuste, finalement, avec la Russie. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. En tout cas, l'Europe qu'elle est la injuste, maltraite pas très bien. mais l'Europe était en puissante d'agir autrement. C'est ça ce que je veux dire. C'est que, malheureusement, si Macron, Merkel ou les autres politiciens européens avaient le même poids qu'à l'époque avait, je sais pas, De Gaulle ou Helmut Kohl, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens tenaient ces promesses, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens écoutaient la Russie au moment quand ils ont déclaré l'association avec l'Ukraine, la situation n'était pas comme ça. Si les Européens n'ont pas soutenu le coup d'État à Kiev, le Maïdan en 2014, la situation n'était pas comme ça. Et donc, malheureusement, mon pays, il agit de façon réactive, tandis qu'on pourrait faire autre chose. Et si on agissait autrement, on ne discutait pas ici l'intégration. Merci d'avoir regardé cette vidéo exclusive avec Piotr Tolstoï. Il est important de rappeler que cet entretien date de 2019, soit 4 ans avant le début de l'invasion de l'Ukraine. Ce qui ressort, c'est que les informations partagées dans cette interview sont toujours d'actualité. Il est crucial que les promesses soient tenues et que les accords soient respectés pour le bien-être de tous. Si vous avez trouvé cette discussion enrichissante, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre avis nous intéresse. À très bientôt.